Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va corriger l'exercice 2 du thème 6 qui consistait à calculer le potentiel électrostatique qui était créé par une distribution surfacique de charge sigma qui était constituée d'un disque, donc uniformément chargé sigma, et on s'intéresse au potentiel qui est créé uniquement sur l'axe Z au niveau d'un point M qui est repéré donc par la coordonnée petit z. Donc le centre du disque, ça va être le point O, et puis on va mettre que le rayon de ce disque, c'est grand R. Je vais mettre un grand R ici. Donc la première question de cet exercice, c'était de choisir un système de coordonnées qui est bien adapté. Donc là, comme d'habitude, on a une symétrie axiale. Donc quand on a une symétrie axiale, le choix qui s'impose, c'est les coordonnées cartésiennes, cylindriques. Coordonnées cylindriques. Autrement dit, mon point M, a priori, et tous les autres points que je vais devoir considérer, je vais utiliser le système de coordonnées ρ, phi et z. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'était de déterminer grâce aux invariances de quoi ou de quelles coordonnées va dépendre le potentiel V de M. A priori, V de M, ça doit être un V de ρ, de phi et de z. Qu'est-ce qu'on a? On a une invariance par rotation autour de l'axe Z. Donc cette invariance par rotation autour de l'axe Z nous impose que toute grandeur scalaire, donc ici par exemple le potentiel V de M, ne peut pas dépendre de l'angle phi autour de l'axe Z, de l'axe OZ. Voilà. Donc ça m'implique que V ne peut pas dépendre de phi. Bon, par ailleurs, on va se placer en un point M qui est sur l'axe. M sur l'axe. Donc, on va avoir ρ est égal à 0, parce que je suis sur l'axe. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'on cherche pour V de M? On cherche simplement une fonction V qui dépendra que de Z. Donc, je cherche une fonction de une variable. Voilà. Question 3 du sujet. Quelle est l'expression intégrale du potentiel électrostatique V de M? Donc, une formule que vous devez connaître par cœur, que la distribution soit surfacique, linéique, volumique, tout ce qu'on veut. Donc là, c'est une distribution surfacique, ça commence toujours par 1 sur 4 pi epsilon 0, puis je vais intégrer ici sigma ds sur Pm. Pm, c'est quoi? C'est un point de la distribution de charge qui va courir sur l'ensemble de la distribution de charge. Donc par exemple, ici, si je reviens à mon dessin, le point P, je vais le mettre un peu au hasard, ici, le point P. Le point P est à la distance ici, ρ du centre, et est repéré par un angle phi dans le plan du disque. Voilà. Autour du point P, il y a donc un élément de surface ici, ds. Hop. Et cet élément de surface ici en coordonnées cylindriques, c'est simplement ρ d phi fois d ρ. Hein. Si je zoomais ici un petit peu, j'ai un d ρ radial. Et puis de façon orthoradiale, ici, j'ai un ρ d phi. Hein. C'est pour ça que mon ds, c'est effectivement ρ d phi fois d ρ. Voilà, alors j'efface ce truc-là qui sert à rien. Voilà, donc je redescends, j'ai exprimé mon ds. Je rappelle que sigma c'est une constante, donc je peux le sortir de l'intégrale puisqu'on a supposé que la distribution était uniforme. Donc mon v de m c'est simplement sigma sur 4 pi epsilon 0 que multiplie l'intégrale de d phi entre 0 et 2 pi. Et ensuite il va y avoir l'intégrale de d ρ entre 0 et grand R de ρ sur Pm. Ah, j'ai oublié d'exprimer la longueur Pm, donc je vais travailler cette longueur Pm. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. La longueur Pm, ça va être la longueur qui est entre le point P et le point M, ici. Donc là, Pm, j'utilise un petit Pythagore, c'est racine de ρ2 plus z2. Évidemment, ça ne dépend pas de phi, ça dépend que de ρ. Donc je me retrouve avec une intégrale ici qui est sigma sur 4 pi epsilon 0 que multiplie l'intégrale de d phi entre 0 et 2 pi. Lui, je vais lui faire un sort, je vais lui en faire un sort tout de suite. Intégrale de 0 à grand R de d ρ fois ρ sur racine de ρ2 plus z2. Intégrale de d phi ici, ça fait 2 pi.
La primitive de ρ sur racine de ρ2 plus z2, non, normalement vous commencez à avoir l'habitude, on a déjà vu plusieurs fois, ça c'est racine de ρ2 plus z2, à prendre donc du coup entre 0 et grand R. Pourquoi? Si vous dérivez racine de ρ2 plus z2, vous allez avoir 1 sur 2 racines de ρ2 plus z2, que multiplie la dérivée de ρ carré qui fait 2 ρ. Le 2, le 1,5, ça se simplifie, il va rester ρ sur racine de ρ2 plus z2. Voilà. Donc au final, le v de z, ça va donc être égal à sigma sur 2 epsilon 0, puisqu'il y a un 2pi qui va simplifier à un 2pi qui est en bas ici, que multiplie cette primitive à évaluer entre 0 et grand R, donc il va y avoir racine de R2 plus Z2 moins la racine de Z2, c'est-à-dire la valeur absolue de Z. Attention, c'est pas Z, c'est valeur absolue de Z, ça dépend si Z est positif ou négatif. Bon, là, pour faire joli, si je veux, je peux sortir un grand R, ça va faire sigma grand R sur 2 epsilon 0, que multiplie la racine de 1 plus Z2 sur R2. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien faire intervenir des nombres sans dimension et mieux contrôler l'homogénéité des résultats, moins valeur absolue de Z sur grand R. Puis ça me permet de voir le comportement de V de Z quand Z est très petit ou très grand devant grand R. Voilà donc le résultat final qui est demandé dans cet exercice ici. Première chose importante, c'est vérifier l'homogénéité du résultat. Donc il faut regarder sigma R sur 2 epsilon 0. Très simple, sigma c'est une charge par unité de longueur au carré, donc par surface. Donc c'est du Q sur une longueur au carré. R, c'est donc une longueur, donc on va avoir une charge sur une longueur, et je divise par epsilon 0, ça c'est bien homogène à un potentiel électrostatique. Donc ça c'est bon, ensuite j'ai plus qu'à vérifier que mon résultat il est logique vis-à-vis des limites asymptotiques, c'est-à-dire quand Z est très grand devant R ou quand Z est très petit devant R. Je retrouve quoi? Que V de Z, quand Z tend vers l'infini, plus l'infini, c'est mal dessiné ça, vers plus l'infini, que V de Z va tendre vers 0, hein, parce que je vais avoir que cette racine ici va être dominée par le Z2 sur R2. Donc racine de 1 plus Z2 sur R2, ce sera environ racine de Z2 sur R2, c'est-à-dire valeur absolue de Z sur grand R. Voilà, donc ça fera donc 0 quand on fait la différence. Et puis V de Z va tendre en Z égale à 0 vers une constante qui vaut simplement sigma R sur 2 epsilon 0. Et je peux même aller un tout petit peu plus loin quand Z est tout petit devant R. Quand Z est très petit devant grand R, je peux faire un petit développement limité là, de cette racine de 1 plus Z2 sur R2. On sait que 1 plus x à la puissance alpha quand x est petit, c'est 1 plus alpha x environ. Donc ça va être environ 1 plus Z2 sur 2 R2. Donc le Z2 sur 2 R2, c'est un terme d'ordre 2. Donc le terme d'ordre 1, ça va être la valeur absolue de Z sur grand R. Donc ça, c'est environ égal à 1. Alors, je ne suis pas dans la bonne couleur. C'est environ égal à donc sigma R sur 2 epsilon 0, que multiplie quoi? 1 moins valeur absolue de Z sur grand R. Autrement dit, je sais que par rapport à la constante sigma R sur 2 epsilon 0, je dois commencer linéairement avec une pente négative, moins 1 sur R quand Z est positif et plus 1 sur R quand Z est négatif. Bon, bah, tout ça, ça me permet de tracer simplement la fonction V de Z en fonction de Z, sachant que je sais que je vais avoir une fonction qui est paire. Donc je vais regarder ce qui se passe à droite et ensuite je ferai simplement la parité. Donc je sais que je dois commencer, comme je l'ai dit, par un point qui est ici, et puis je dois commencer à peu près, linéairement. Donc ici le point là, ça c'est sigma R sur 2 epsilon 0. Et je dois tendre vers l'infini. Donc j'ai pas 36 000 solutions, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Et donc par symétrie, je vais avoir une solution pour V de Z qui a cette allure-là. Je décroît vers 0 quand Z tend vers l'infini. Je tends vers une valeur constante quand Z tend vers 0. Dernière remarque avant de terminer cet exercice, c'est que ici, si je regarde ce qui se passe, je vois que V de Z est continu. Donc ça, c'est très bien, c'est un théorème général
V de Z, le potentiel électrostatique est toujours continu, qu'on a une distribution linéique, surfacique, ponctuelle ou volumique de charge. Par contre, sa dérivée est discontinue. Mais sa dérivée est discontinue. Et qu'est-ce que ça veut dire physiquement que sa dérivée soit discontinue? C'est simplement une traduction du fait que le champ électrostatique est discontinu, parce que je vous rappelle que la relation entre le champ électrique et le potentiel, c'est E égale moins gradient de V. Le gradient, c'est les dérivées spatiales, donc dérivées par rapport à Z, par rapport à ρ, par rapport à phi du potentiel électrostatique. Donc constatez ici que la dérivée, elle est soit comme ça, et discontinue. C'est ni plus ni moins de dire que le champ électrostatique est discontinu, et on le sait d'un théorème général que vous avez vu dans le cours, que quand on traverse une distribution surfacique de charge sigma, on a une discontinuité du champ électrostatique, qui vaut d'ailleurs toujours sigma sur epsilon 0. Voilà, ça s'appelle le théorème de Coulomb. Voilà pour cet exercice et son corrigé.